Les grands remplaçants. C'est un Français? Ça, je ne sais rien. Sur la photo, il n'avait pas porté son drapeau. Avec Jamil Le Schlag. Monsieur Le Schlag? Non mais comment... Oui, ça s'appelle comme ça. Jamil? Le lundi à 22h sur Radio Nova. Nova. Ouais, bonjour à tous et bienvenue dans les grands remplaçants. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Adèle Fougazi, Ray Mendes et Amel Chabil. Et tout de suite, Jamil Le Schlag. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Ouais, les gars, c'est incroyable. Céline Dion vient faire des dates en France et ça coûte 1 000 € la place. Mais Céline, Hachem, toi aussi, tu sais ce qu'on fait, nous, avec 1 000 €, on achète 2 Thermomix, 3 Tineco, un plein d'essence. 1 000 € cousine, nous, on est à 25 balles. Des fois, on pousse jusqu'à 30, mais c'est pour couvrir les droits de garde et la parafiscale. Et je parlerai pas de la flat tax. 1 000 €, bordel, c'est le budget culture de toute une famille. Tu nous casses la baraque à nous, les humoristes moyens, ventre mou du championnat. Sochaux, Guingamp. On sait même plus quoi faire pour faire venir les gens dans nos salles. Ray Mendes c'est sur scène. Bon, il s'est radicalisé. C'est devenu l'honorable Elijah Mohamed. Adèle Fougazi. Alors lui, il chante en italien. C'est n'importe quoi. Il fait des blagues, il est dans la musique. Son spectacle devrait s'appeler Rire et chanson. Je reviens sur Céline. Tu crois que tu payes et c'est bon? Non, il y a un tirage au sort au préalable pour savoir si tu auras l'honneur d'acheter une place. Dans certains pays musulmans, il y a un tirage au sort pour savoir qui aura la chance d'aller à la Mecque, au Hajj. Mais tu vises une place au paradis. Là, tu vises une place pour voir un concert à Nanterre. Putain, ça va, Pablo Picasso? Toujours dans la bicrave. Bref, si vous avez 1 000 € à mettre dans une sortie, mais venez à mon spectacle, ça vous fera 33 tickets pour me voir au Palais des Glaces le vendredi 12 juin. Auto-promo. Les grands remplaçants. Ah là, si je dois faire un débrief... Excellent. Non, l'interprétation... Mais d'abord un texte, une écriture fine et précise, et une énergie exceptionnelle. Et puis là, après on est poussé aussi par le public, si je peux me permettre. Les rires, l'ambiance. Je peux te dire que des fois j'ai fait des chroniques exceptionnelles sur une autre station. Ouais, il y avait un peu moins d'ambiance. Excuse-moi, Mounir. Sommaire, cette semaine on reçoit Matteo, membre du groupe Chinese Man. Dans le rétro, on jettera l'encre sur l'île de la Tentation. Bien et sûr. on revient sur l'info du mois devant la guerre en Iran. C'est le retour donc de Céline Dion sur scène avec son coup de génie marketing. Là, elle nous a eu, on l'a pas vu venir. Alors personne n'a vu venir, hein. Je sais pas si... qui y va? Non. Amel, toujours dans les bons T'as le plans. bras long, dis donc. Comment t'as fait? Ah bah je suis âgée, hein. Je suis une personne âgée, donc j'ai quelqu'un. Ouais. Ouais, il faut avoir quelqu'un. Oui, c'est pas. Je connais. Je connais quelqu'un qui a une loge à l'année. Ah, parce que dans les endroits comme ça, il y a des loges aussi. Oui, comme à la scène parisienne, il y a une loge. Il y a des gens qui payent une loge à l'année et bah voilà. Ouais. Oui, donc du coup c'est facile. C'est comme au Parc des Princes. C'est un peu comme le Parc des Princes. Donc des fois il y a des super matchs, bah t'as payé à l'année. Donc, oui, c'est pas mal ça. Alors et vous les gars, Moi je connais que des gens qui cherchent. Ouais, les gens ils cherchent. Les gens qui cherchent. Ils veulent vraiment voir Céline Dion avec le respect. Ouais, mais Céline, c'est Céline. Ah ouais, non, c'est un délire. Attention. C'est une nostalgie. Justement, on connaît les paroles par cœur d'au moins une ou deux chansons, tu vois. Moi, je m'en rappelle que de Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore, ouais. Je sais que tu iras. Regarde, n'importe quoi. Ah ouais, celle-là pas mal. Rock'n'roll plus. Non, Céline, c'est Céline. Là, il y a vraiment des gens et qui surtout, guys, c'est une bête de scène. La go, elle était à Las Vegas, elle fait des trucs comme ça, elle sort, il y a le feu, il y a encore le cardio. Elle avait des soucis. Parce qu'elle avait des soucis, mais apparemment elle va mieux. Grâce à l'argent. Donc on verra, tu vois. Oui, c'est l'argent aussi qui aide. Parce aussi que dès l'annonce, il y en a, ils disaient c'est pas vrai, c'est l'IA. Je te jure, les gens ils y croyaient pas, ils disaient elle peut pas faire. Elle peut pas faire 10 dates. Mais c'est relou, elle fait une résidence.
Elle fait 10 dates, mais c'est une go à la base, elle faisait 6 mois, tu vois, donc c'est vraiment... elle a créé un peu le principe de résidence, ce que nous les humoristes on appelle résidence, c'est quand tu prends un théâtre et tu restes longtemps, tu joues, tu vois, mais nous c'est entre, on va dire, 60 et maximum 350, quoi. Ouais. Tu vois, tu fais... Mais elle fait une résidence dans une combien, s'il te plaît 25 000 non c'est ça, à peu près la c'est ça, ouais, il me semble. Je pars sous ton contrôle, c'est ça, 25 000 à peu près, l'UA Arena, je sais pas quoi, là. Un peu moins, ouais, donc une vingtaine de milliers de personnes. Sur 10 jours, ouais. C'est énorme. Sur 10 jours. Mais pour elle, non. C'est parce que c'est une star internationale, et les gens, mondiale. Ils se disent c'est peut-être la dernière occasion. Alors c'est pas pour me comparer à elle, mais moi j'ai fait une vingtaine de milliers de personnes à Paris en un an et demi quand même. En cumulé. Félicitations. Ouais, bah merci, hein, c'est une centaine de dates. C'est un peu plus, mais je suis pas ridicule. Mais là où elle est forte... J'irai où tu iras. Voilà, bon, chacun fait ses choses. C'est qu'elle sait créer la rareté finalement. C'est ça qui donne l'intérêt. Oui. Parce que nous, si on était à sa place... Ouais. On ferait la même chose. Mais tu ouvres 70 dates en fait. Les places, ce serait à profusion. Si tu sais que tu vas les vendre. Oui. Si on n'a pas la même stratégie. On n'a pas la même stratégie. Elle les vend très cher aussi. Elle sait que pas tout le monde peut se permettre ça, peut-être, non ? Elle les vend cher parce qu'elle peut pas faire plus aussi pense, physiquement. Je crois que son médecin lui dit de faire Vaut mieux doucement. que tu fasses plus cher. Parce qu'à Las Vegas, elle restait des années, tu vois. Ouais, donc c'est moins cher. J'ai vu les vidéos, la pauvre. T'as vu C'est dur. Ah, c'est dur. C'est pas facile, paralyser la pauvre. C'est ton corps ne veut pas, quoi. Il veut pas. Il se contracte, il dit laisse-moi tranquille. Moi j'aurais bien voulu voir James Brown et Jacques Brel sur scène. Ok. Tu vois, c'est des gens que j'aurais pu payer au moins 40 € sur billet sur billet réduc. Et moi j'aimerais savoir s'ils font comme nous, tu sais, les chanteurs connus, tu sais, nous à la fin les humoristes, tu connais. Mettez une note, mettez 5 étoiles. Si ça vous a plu, mettez un critique. Dites-le sur billet réduc. Dites-le. C'est dur. Quand je le fais, t'en rappelles une fois j'ai craqué, j'ai dit oui si vous avez aimé le spectacle, et en fait j'avais la rage, je dis bah c'est bien. Voilà, si vous avez pas aimé c'est comme ça aussi. Tout seul ils avaient rien demandé. J'avais la rage. Vous au concert, alors est-ce que vous avez déjà fait des concerts de dingue, Ray Mendes? Moi j'en fais pas mal, mais moi mon anecdote sur les concerts, c'est pas les concerts de dingue. C'est que moi j'ai un petit souci, c'est que je tombe dans les pommes. Ok. Je fais partie de ces gens-là. C'est un vrai problème. Mais pour quelle raison? Parce qu'il y a du monde, parce qu'il fait chaud. Je crois que je suis agoraphobe, je crois. C'est agoraphobe, mais beaucoup de stand-uppers sont agoraphobes. Alors qu'on monte sur scène, ça peut paraître bizarre, mais la première fois que ça m'est arrivé, c'était au Bataclan. Kendrick Lamar, je suis trop content, première fois qu'il vient en France. Et là, j'y vais, et tu vois, j'ai chaud, il y a de la fumée, ça fume. Et j'étais un peu malade. À un moment, mon pote, il me dit, regarde le spot là-haut. Je regarde le spot. Il y a des mecs qui poussaient des gens pour aller devant. Ils étaient balèzes, des Renois, tout. Et quand je regarde le spot, je tombe. Et quand je me relève, je suis sur les bras de mes potes et tout. Je me dis, il y a un des Renois qui m'a mis une pêche. Et là, mes potes, ils me regardent, ils disent, ouais, je t'ai tombé dans les pommes. Quoi? Là, et ça va vivre longtemps. ils voulaient me sortir. Après, je transpirais, j'avais chaud. Et il y a plein de meufs, elles sont venues à me donner des bonbons et tout. C'est trop mignon. Du coca et tout. Et ça, c'était la première fois. Après, je fais concert de Drake, pareil, la même chose. Bam, je tombe dans les pommes. Et mes soeurs m'ont dit, nous aussi. Donc, moi, maintenant, je suis en gradin. Mais avec un truc frais. Avec un truc frais. Non, gros, je te jure. Ce qui va rester, en tout cas pour nous, t'as vu Kendrick Lamar et t'as fait. Tu vois, en plus, il y a une vidéo célèbre de Michael Jackson où il rentre, il bouge pas, il est comme ça. Et il y a des gens, ils tombent dans les pommes. Moi, je voyais ça, je rigolais. Je disais, les bouffons. Non, mais quand tu vas à un concert, c'est beaucoup d'émotions, le son, tout, tu sais, ton cœur il vibre et tout, il y a beaucoup de choses. La musique, c'est fou. C'était le printemps de Bourges. Moi, le printemps de Bourges. C'est fini la fosse. Moi, il me faut un siège. Il me faut un siège. Printemps de Bourges, vous avez connu Printemps de Bourges, moi 1999, 113 clans, Troisième œil et Diabooz System. C'est un groupe de rap hardcore des années 90. Là, c'est vrai que et il y avait une embrouille entre deux villes. Le Printemps de Bourges, donc c'est dans le centre, et il y a deux villes qui étaient en embrouille, Orléans contre Tours. Et tout le monde disait, ils vont se donner rendez-vous au concert de... Et ils se sont donné rendez-vous. C'était une super belle bagarre. Une embrouille médiévale. Orléans contre Tours. Rendez-vous demain, des lots. Ah oui, mais c'était une belle bagarre. Moi, je me rappelle, j'ai vu ça. Bon, Popcorn, t'es d'où, Orléans ou Tours? Je suis de Vichy. Et ils sont battus du comté de Vichy. Moi, c'est mon grand frère, il me disait, les concerts de la Mafia Cafri, c'était n'importe quoi. Mais moi, Ils j'adorais. sautaient dans la foule, pieds
en avant. Et une fois, je suis allée au concert des 113 et il y en avait qui dansaient comme ça et tout, pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus et tout. Il y en a un, qui s'est chié dessus. Il avait un calibre. Je lui dis bon, on va partir, hein, parce que et j'ai vu un calibre pour mais comme ça, j'ai dit oh là là, oh là là, le frisson. Oh là là. Renaud, j'ai vu Renaud en concert. Vroom, vroom, ouais, c'est pas. C'est chaud. Renaud, c'est pas dynamique. Non, j'étais tranquille. Vraiment, oui, mais lui, oh là, l'alcool, ça fait des ravages. C'est dur. Non, là, c'est sûr. C'est dur. Il est malade. Tu sais que moi, par contre, j'ai travaillé. Je suis en bâtard de dire ça. J'ai revendu des places à la Sauvette. Ouais, mais t'as fait un travail. Pour la fête de l'UMA, moi. Ok. Je vous le dis. Donc tu n'as aucune âme. Non, mais des places, des bonnes places. Oui. C'est pas des fausses places. Je revendais des places. Qui marchaient à un prix défiant toute concurrence. Ouais. Et je me rappelle. Comment t'as obtenu les passes? Parce qu'en fait, c'était des passes sur 2-3 jours. Et t'en avais qui venaient que un jour. Et moi, je leur disais, s'il vous plaît, je voudrais voir en concert. À la Courneuve, À la Courneuve, je suis de là-bas. Je suis de là-bas, c'est normal. Et du coup, il me passait les places qui étaient valables encore pour les 2 autres jours. Et du coup, moi, je les revendais aux autres, tu vois, à un prix incroyable. Et je me rappelle d'un jour, oh là 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 là, je me rappelle. Tu sais, je vais pour vendre les places et tout. Et tu sais, à un moment donné, tu oublies que ce que tu fais, ça se fait pas en fait. Ok. C'est normal en fait. Tout le monde dit nanana, tu veux quelqu'un qui veut pas, il me parle un peu, je fais allez vas-y. Quelqu'un qui veut les places et tout. À un moment donné, je réalise que je suis tout seul. Les autres vendeurs sont plus là. Ok. T'as le monopole. Derrière moi, la police. Devant moi, les communistes. J'ai été pris entre les deux. Les communistes qui vont vers moi et tout pour me casser la gueule. Et qui me poussent à la police. C'est jamais vu les deux ensemble. Ils ont contre moi. Ils m'ont poussé contre la police. La police qui m'attrape comme ça. Contrôle d'identité et tout. Bon, j'étais en tort, quoi. Mais du coup, c'était drôle de voir les deux unis. Contre Adèle. Contre moi. Et bah d'ailleurs, je crois que c'est l'heure de la chronique d'Adèle Fougazi. Alors, un maximum de bruit pour Adèle, s'il vous plaît. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Bang bang, messieurs dames. Parlons de la météo aujourd'hui. Oh là là, il fait beau. Il fait beau, il faut le dire quand il fait beau. Parce que quand il fait moche, on est les premiers à se plaindre, hein. Logique, on est français. Je me rappelle, moi, un jour de pluie, j'ai entendu mon père dire « Oh, avec les impôts qu'on paye. » On payait même pas d'impôts. Alors là, je déconne. On rigole, on paye nos impôts. On n'est pas millionnaire, on n'est pas Florent Pagny. Bang, bang. Non. Après, j'ai dit « Il fait beau, oui, mais des fois, sans prévenir, il y a du vent. Voilà. Puis il pleut. Et puis il fait beau. Mais comment devons-nous nous habiller? Décidément, on ne sait plus où donner de la tête avec toi, météo. Tu es insaisissable, espiègle, parfois farouche, comme Dominique Farrugia. Elle est technique celle-là. Bang bang. Donc, je trouve qu'on sous-estime l'importance de la météo dans la bonne ambiance générale de la population. On parle beaucoup des élections, mais t'as beau élire le genre Zizou et il pleut. Ça fait chier quoi. Vraiment, il faut le dire. Alors que si tu mets la pire personne, tu mets Gargamel, mais il fait beau. Ok, il n'y a plus d'arabes en France, certes, mais t'es mal bronzage. Voilà, magnifique. C'est dommage qu'on puisse pas voter pour le soleil. Voilà, alors qu'il est le nerf de la guerre, voyons. C'est pour ça Louis XIV, il s'est appelé Roi Soleil. Eh ouais, pas bête le boy. Il était là, avec moi, soleil, tous les jours. Même la nuit, rien à foutre, soleil, H24. Je vais vous régaler mes sujets. Les verbes aussi, vous inquiétez pas. Eh oui, vous me laissez 2 minutes, je vais rédiger le code noir. Oh là là, incroyable. En vrai, même dans la météo, on peut trouver de la politique. Voilà, grosse dépression dans le sud, avec un ciel voilé. Ouh là là. C'est la météo ou Sud Radio? Le soleil, ça met tout de suite une bonne ambiance, je te jure. Quand il fait beau, on se regarde dans les yeux, on sourit bêtement, on est beau. Pardon, plutôt, on se croit beau, alors qu'on est moche, hein. Je tiens à le dire, attention à l'excès de confiance. C'est pas parce qu'il fait 28 degrés qu'on va pas voir que t'as les yeux qui se touchent, Kader. Attention. Mais bon, petite lunette de soleil Ray-Ban, merci la mutuelle. Le soleil, je trouve que ça nous rend amnésiques.
Ça nous fait oublier tous nos problèmes. Comme le Flash dans Men in Black. On est là. Bon, mise en scène. Aïe aïe aïe, putain, faudra faire du montage. Hein. Aïe aïe aïe. C'est long. Voilà. Il n'y a aucune guerre. La montée du racisme n'existe pas. Et vous attendez avec impatience la nouvelle saison de Malcolm. Voilà. Allez, comme... Non mais c'est pas terminé. On est comme les plantes, nous. Nous sommes des tournesols. On a besoin de soleil. Notre soleil, à nous, c'est Émilien des 12 coups de midi. On compte sur toi, beau gosse. Bisous tout le monde. Sortez couverts. Les grands remplaçants. Nova. Bravo Adèle, on te retrouve à la Comédie de Paris jusqu'au mois de juin et nous on revient juste après la pub. Et vous êtes toujours sur Radio Nova avec les grands remplaçants et tout de suite la chronique de... Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Les médias nous mentent. Non, faut arrêter de dire ils sont incompétents. J'entends partout, oui, les médias ils sont incompétents. Non, ils mentent. Faut mettre des mots, ils mentent. Là, si tu t'imagines, tu t'informes juste grâce à la télévision, juste le paf. Bah écoute, Rima Hassan, elle fume du crack. Bali Bayayoko, il lui vend le crack. Ensuite, Mélenchon, il est antisémite. Édouard Philippe, tout le monde le kiffe. Là, j'ai découvert ça, là, tout le monde kiffe Édouard Philippe comme si on connaissait pas Édouard Philippe. Là, je vous jure, l'information sur Rima Hassan, là, comme quoi elle se drogue, ça a tellement circulé, même moi, j'ai fini par y croire. Non, je vous jure, je l'imaginais la croiser à un festival, les vieilles charrues, les ardentes, en train de rouler un gros 3 feuilles. Je me disais, je la kiffe à mort. Au final, c'était faux. Et en plus, l'info, elle est fausse, mais c'est une dinguerie. Elle a été fuitée par un membre du ministère de la Justice. On est dans House of Cards. Non, mais il faut arrêter de regarder Netflix. Là, sincèrement, la France, c'est une dinguerie. Et moi, je vais pas vous mentir. Ce qui m'a fait vraiment bizarre, c'est que l'info, j'ai fini par y croire parce que j'ai capté un truc que eux, je pense aussi, ils ont capté. Quand une info, elle t'arrange, tu cherches pas à savoir si c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc eux, maintenant, ils se balancent parce qu'ils se disent ça va prendre ça va prendre ça va mordre. Et moi, je vais pas vous mentir, c'est rare que je tombe normalement dans leur panneau parce que moi, la chance que j'ai eue, comme beaucoup ici, on a grandi dans un quartier. On connaît des grands menteurs. Non mais tu vois, on a tous en tête des grands menteurs. Comme au quartier, on n'a pas de vie, il y en a, ils s'en inventent. Moi, je connais un grand menteur, il s'appelle Zacharia. Zacharia, c'est le meilleur, je vais pas vous mentir. C'est le genre de mec qui raconte toujours des histoires. Là, un jour, on est dans une voiture, on est à 5 dans la voiture, on est posé. Il nous raconte une histoire, mais qui nous avait déjà raconté à chacun, et même pas la même version. Donc au bout d'un moment, ça se retourne, on se dit mais moi tu m'as pas raconté ça, mais moi tu m'as pas raconté ça, mais moi tu m'as... Et du coup on l'embrouille, on dit ouais on est vieux maintenant, on n'est plus des gosses, pourquoi tu mens, on lui fait une morale, ça dure longtemps. Au bout d'un moment il craque, il s'énerve, il se lève, il dit les gars, depuis quand on n'a plus le droit de mentir? Et ben vous savez cette phrase, faut que la télé française elle nous le mette à la fin de chaque émission, depuis quand on n'a plus le droit de mentir. Allez, merci beaucoup, c'était Mendes. Les grands remplaçants. Nova. Ah ouais, quel plaisir. Bravo Mendes, c'est super, on peut te retrouver Je vais la faire tout seul, voilà. Tout le monde s'en bat les couilles dans cette émission, ça fait plaisir. Retrouvez-moi au Sacré. La prochaine c'est au mois de mai et en tournée dans toute la France, Mendes. Et Mendes, ça s'écrit R-E-Y. Moi je regarde les commentaires sur YouTube. Je vois que des R-A-Y, ça me fait mal au cœur. R-E-Y. Merci beaucoup les reines. Bravo. Génial sur les mythos, bon c'est magnifique. On a tous des rumeurs dans le quartier, ce qui paraît. Il y a deux types de menteurs, j'ai remarqué. Il y a déjà, c'est souvent les menteurs, on les laisse mentir. Ouais. Sinon c'est pas drôle. C'est du divertissement. C'est du divertissement, mais il y a deux types de menteurs. Il y a le menteur qui est trop drôle. Donc tu le laisses parce que c'est du divertissement. Ouais. Tu dis et après il s'est passé quoi? Truc de fou. Là le dragon. Il a craché du feu. J'ai rien demandé à la base. Moi j'étais là, j'ai ramené ma petite sœur. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a l'autre menteur qui est fort à la bagarre. Et lui tout le monde sait qui ment. Mais personne ne fout. Ça écoute bien. Ça écoute. J'étais là, quand même. Mais t'as raison, hein. Il a raison. On a la peau dure maintenant parce qu'il y a tellement eu de mensonges ou même de rumeurs ou de. T'as vu quand t'as parlé de, t'as dit c'est un gars qui travaillait à la justice, ministère de la justice, c'est ça, qui a fait fuiter le truc. Est-ce que t'as vu notre réaction comme on a même pas. Ah non
On a fait. Oui. Ça nous. Oui. Ouais, t'as raison. C'est quoi la suite? De ça ne m'étonne pas. Mais parce qu'on a grandi avec Charles Pasqua à la télé. Tu sais, Jacques Foccart. Tu sais, la blague. Adèle, il est perdu. Pasqua? Non, Charles Pasqua, c'était un mec. En gros. Bien sûr, il se passe quoi? Le Pen Pasqua. C'était une rime riche à l'époque du rap français. Oui, rappelle un peu pour la jeunesse. Non, ouais, qui était Pasqua. Charles Pasqua, c'était un mec du RPR. C'est un ancien. Chirac. Voilà, Chirac et tout. Et c'était un mec, bon, il était résistant et tout. C'était un dur à cuire. Après, il a bossé chez Ricard. Ricard la boisson, le charab. Il a bossé chez Ricard. Ensuite, il est devenu, bon, il est rentré comme ça par le. Il a créé le SAC, c'est lui. Le SAC, Service d'Action Civique. Donc, c'est des voyous qui étaient keufs. C'est dur à comprendre, mais c'est une histoire de fou. Et il est lié un peu à des réseaux, on va dire, corso africains, tu vois. C'est la mafia un peu, tu vois. Et il y a un mec qui parlait, un ancien bandit qui parlait, qui s'appelle Gérard Forêt, qui parlait à la télé, qui vendait de la gueudreau, lui, tu vois, aux stars. Et il disait qu'il vendait de la gueudreau à Jacques Chirac. Je le laisse responsable de ses propos. Et il a dit, mais pourquoi vous parlez que maintenant? Il dit, parce que maintenant, c'est bon, j'ai plus peur de personne. Tu vois, personne me fait peur. Depuis que Charles Pasqua, il est mort, et j'ai plus peur de personne. Le gars il dit mais vous aviez peur de Charles Pasqua? Et le mec c'est un bandit hein. Il a dit c'est vrai que Charles Pasqua il a sorti des phrases comme on va terroriser les terroristes. Wow. Là j'ai peur quand j'ai refait vis-à-vis de la Corse. Hein? Ouais, c'est à l'époque c'était les Corses. Il a dit on va terroriser les terroristes et tout. Et tu te rappelles quand il a fait un contre 1 avec Patrick Poivre d'Arvor, Patrick Poivre d'Arvor, il le met un peu dans les cordes et là il le regarde, JT de 20h hein. Il le regarde et lui dit oh, vous savez qui vous avez en face de vous, monsieur Poivre d'Arvor? Wallah que j'ai peur, même il lui donne son titre. Hein? Il dit je suis quand même ministre, je sais pas quoi. Ministre de l'Intérieur. Voilà, mais c'est pas de ça. Non, sous-texte, on a ton adresse. Ah ouais, sur les tu vois, l'heure de vérité. L'heure de vérité, il était interrogé par une journaliste. La journaliste lui dit oui, vous êtes accusé de blanchiment d'argent dans les casinos. Mais on est dans les affranchis. Tu sais, normalement en politique, c'est une honte. C'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Lui, il a pas sourcillé. Il a dit vous savez, pour blanchir l'argent des casinos, ce sont des pièces. C'est pas facile. Hein. Mais moi, je vote pour lui. Transparence. Ah ouais, énorme Kaira. Excuse-nous, Mounir, on part un peu. Non, mais c'est très bien. Ouais, c'est un super échange. Hein. On avait prévu une petite séquence, si ça vous dit. Oui, bien sûr. On voulait se replonger dans une émission diabolique de 2002 qui avait été mise à l'antenne par TF1, L'île de la Tentation. Et c'est un couple mythique qui a vraiment lancé le programme, donc Brandon et Diana. Ouais. Et le Brandon, le temps d'une séquence, il a mis la pression à toute la production. Sous le choc des images, Brandon enfreint toutes les règles de l'émission et s'échappe pour rejoindre Palmetto, le site des femmes. Cette scène, c'est Brandon qui devient fou. Il tente de quitter le camp dans lequel il est contraint de rester. Il se barre dans la maison des tentateurs parce qu'il y en a un qui a pécho sa nana. Hors de lui, Brandon s'est armé d'un bâton et devient totalement incontrôlable. Elle embrasse un garçon dans une piscine, je viens la voir, je lui dis tu as fait une bêtise. Fais ce que tu veux, j'attends ma femme. Point final. Finalement, Brandon lâche prise et accepte de laisser un message à Diana. Je t'aime, je veux qu'on arrête l'émission, qu'on rentre à Paris, qu'on fonde une famille et qu'on fasse des enfants. Il est un peu émotionnellement instable, je dirais. Un humoriste, certainement. Tu vois. Mais moi, je me rappelle très bien de Brandon. En plus, c'était un beau garçon. C'était la première saison ou pas? C'était la première saison. Celle-là, on l'avait tous vu. Un peu eurasien, avec les cheveux longs. Jean Surfer et tout. Hyper beau. Et sa copine, un peu rebeu, c'est ça? Ouais, je sais pas, Diana. Pulpeuse et tout. Ils étaient un beau couple, ils allaient bien ensemble. Il me semble qu'ils étaient très très amoureux. Oui, mais en fait, elle a embrassé un queumé dans la piscine. Pourquoi toujours dans la piscine? Il y a les premières téléréalités en France, il y avait un délire avec la piscine. On dirait qu'ils mettent un produit pour pécho de gens. Jamais sur la pelouse ou sur le cadre. Dans la piscine. Dans l'eau, c'est là. Pourquoi? Je sais pas, il y a... les caméras. Les 10 on se cache sous l'eau. La voix, elle est incroyable, comme j'avais oublié, moi, cette voix. Il est incontrôlable. Gros, il te fait rafle alors qu'il a pris un bout de bois. Il se saisit d'un bâton. Il avait mis sa capuche et tout. Brandon était devenu camel. Il marchait vite et tout. Il y en a un autre alors qui est magnifique que Mounir m'a montré hier. C'est en Espagne.
Ah oui. C'est Ah oui. l'île de la tentation en Ah oui. Espagne. Il y a un mec. Alors en Espagne, ils sont plus hardcore. C'est pas un bisou qu'ils ont montré, c'est on va dire un peu plus. Il voit les images en fait de sa meuf en direct, en train de faire des. Bah ouais. C'est pas, il y avait pas un feu de camp, je me trompe, mais il y avait un truc où il montre les images à Oui, chacun. oui, avec un. Ouais, ouais. Et là, il lui montre les images de. Non, c'était en direct, ouais. Ah là, c'était C'est un film pour adultes. Oui, oui. Qu'on voit. M6, on va dire. Il y a un saxophone. Il y a un saxophone. Salut Gisèle. Il n'y aurait pas une fille par ici. Et là, et cette vidéo, c'est un classique, hein. C'est devenu un classique. Ouais, il voit ça, il pète les plombs, comment il s'appelle? Montoya. Montoya. Et il part en courant sur la plage pour rejoindre le camp des femmes aussi, qui est à distance. Ah oui, il crie quoi? T'es cagada. Qui veut dire? Tu m'as tué, tu vas. Ah, c'est mental! Et il y a la Puedo matar. Un truc comme ça, peut-être. Je viens de mentir, frérot. Ah oui. C'était marqué sur les paquets clubs là-bas. Bah oui, mais à un moment donné, on parle pas espagnol. Si tu m'avais dit, oh là, viva la révolution! C'est ça. Et il y a la présentatrice qui lui court derrière et lui dit Por favor, Montoya. Et lui, il parle, le pauvre et tout. Attends, c'est pas facile. Mais ça, c'est dur. Non, mais c'est horrible. Déjà, voir c'est diabolique. quelqu'un te tromper, c'est dinguerie. Mais eux, à chaque fois, ils te mettent le truc et après, ils disent qu'est-ce que vous avez vu dans les images? Qu'avez-vous vu? Il te demande de je me rappelle à chaque fois, c'est qu'est-ce que vous avez vu dans les images? Qu'avez-vous vu? Non, mais alors moi j'ai une question. Alors, est-ce que vas-y, vous Amel. pensez que c'est scénarisé un petit peu? Moi, je pense qu'aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Et je pense Aujourd'hui, mais que avant, Brandon, peut-être. non. C'est pour ça que la première a autant d'impact parce Mais qu'on sent qu'il y avait Montoya, un peu de vrai. Montoya, c'est pas scénarisé. Tu sens le demi. Là, ouais, sinon, très bon acteur. Ouais, soit c'est tourné sur du Dustin Hoffman ou alors. C'est scénarisé. Non, mais c'est terrible de saison 77 et tout. Pour moi, tout ça, c'est terrible de voir. Moi, j'avais vu en primaire, j'avais une amoureuse en primaire. On s'était mis d'accord, on est en couple. Mais vu que j'ai toute ma famille dans le truc, on se fait pas de bisous. C'était les règles de primaire. Tu sais, j'étais au CM1. Et Noémie et un jour, Noémie a embrassé quelqu'un d'autre. Oula, attends, ça remonte, ça remonte. Ouais. En fait, non, c'est pire. Elle est partie avec un autre garçon. Et c'est, je me rappelle plus du nom du gars, j'ai préféré l'oublier. Et c'est un pote à moi qui les a genre mariés. Ils ont fait un mariage. Et genre, il était Abdel qui les a mariés, le prêtre. Abdel, merci Abdel. Bravo. En prêtre, on a connu meilleur prêtre. Et genre, il a dit oui, non. Et c'est mon pote en fait. Il savait que c'était Mahlel. Tu vois, Noémie. Et après, dès que j'ai. Double douleur. Douleur d'amitié et d'amour. Double trahison, clairement. Ah, c'était pas facile. Mais je l'ai vu en fait. Du coup, tout le monde est dans le coup, sauf toi. Et donc, du coup, tu les vois tous solo. Je dis, qu'est-ce qui se passe là-bas? T'es pas invité. Et je vois ma meuf, elle se marie avec un autre cum. Et c'est Abdel le prêtre. C'est trop. Non, c'est horrible. C'est horrible. Non, mais j'aime pas vous rigoler, ça m'énerve. Et sinon, vous avez déjà trompé ou pas? De quoi? Non. On s'est trompé. On s'est trompé. On s'est trompé de sortie d'autoroute. Non, jamais. Jamais de la vie, c'est haram. Et non, mais attends, un autre extrait. Oui, voilà, merci, parce que l'autre extrait. Attends, on dirait qu'on s'extire d'un truc. Non, mais on s'extire de rien du tout. Non, mais on est dans le sujet encore. On enchaîne. Non, mais on va affronter les problèmes à part face à face. Mais voilà, j'ai pas oublié Noémie. Et la fidélité, elle est traitée dans d'autres formats à la télé. Et on va revenir sur un épisode de Confession intime avec le jeune Christopher qui se fait prendre en flag en train de s'enjailler en boîte devant les caméras de TF1. C'est vraiment savoureux. Mais la jeune femme n'est pas au bout de ses peines. Blondes ou brunes, Christopher le Don Juan les fait toutes danser, toutes craquer. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Encore avec qui là? Mais comment ça se fait là? C'est qui ça? Comment ça se fait là? C'est mes potes. C'est qui ça? C'est mes potes. Alors qu'il est pris en flagrant délit par sa femme, Christopher fait mine de ne pas comprendre. Hors de question pour le jeune homme de perdre la face devant ses copains et toutes ses admiratrices. Pour lui, the show must go on. De son côté, Jennifer accuse le coup. Pour la première fois, elle envisage le pire. Ça va? Franchement, là c'est bon. C'est bon, franchement, je le quitte. Voilà, c'est ce qu'on t'avait dit de toute façon. Là, je vais lui foutre ses affaires dehors, je le quitte. Voilà. Bien sûr, nous on est d'accord avec Jennifer. Wallah, Christopher, c'est un rianche. T'as vu les. Non, il est là,
un dalleux, t'as jamais vu ça, il emboîte, il parle à toutes les meufs. Il a aucun critère physique. Il y vas. Tu respires tes filles, il est là, le ringard. Et surtout quand elle arrive, il arrête pas quoi. Non, en fait, il est. On voit à l'image, il est un peu choqué. Qu'est-ce que tu fais là? Mais il lui dit, il l'embrouille. Et non, tu fais là. Qu'est-ce que tu fais là? Et il dit c'est mes potes. Mais tu sens quand même un petit bégaiement. Je sais plus où j'habite quoi. Mais du coup il y a la télé et tout, donc il est obligé de jouer le mec macho man. Solide. Et moi j'adore la copine de Jennifer. Ah bah oui, on te l'avait dit. On te l'avait dit. On te l'avait dit. Tu vois. Et parce qu'en fait à un moment donné. C'est elle qui a raison aussi. Parce que souvent on taille la copine qui dit largue ton mec c'est un connard. On dit ouais mais toi vas-y tu dis ça parce que t'as la rage. Mais en fait, elle a raison. Parce qu'elle, elle a vite compris. Elle a vite compris qu'en plus, il profitait d'elle parce qu'elle dit, écoutez bien, elle dit, je prends toutes ses affaires et je le dégage. C'est ça que j'ai retenu. Il vit chez elle. Ah mais t'avais capté ça, j'avoue bien, ouais. C'est pas elle l'entretient. Elle l'entretient. Déjà, elle est sympa parce qu'elle fait ses affaires. Oui. Elle fait ses affaires, tu vois. Elle le dégage, Elle le dégage. En fait, normalement, c'est tu jettes ses affaires plus, tu vois. Tu brûles. Ouais, on sent plus. Oui, on sent un passif. On sent un passif. Tu brûles. On sent des techniques aiguisées. Des codes, vas-y. Que là, on parle d'un gars hyper charot de ça et tout. Ouais. On était parti un soir avec Ray dans une soirée et tout. Bonne ambiance. Une soirée. Non mais non mais gars, t'inquiète pas. Là je connais l'histoire, elle est incroyable. Et en fait, on voit dans la boîte un humoriste qu'on connaît. Non, un gars. Mais il y avait beaucoup d'humoristes, mais lui c'était un gars qu'on connaissait pas, personne ne le connaissait. C'était un Renoir, beau gosse, jeune, et c'était un anniversaire. Ouais. Et on voit, il parle à toutes les meufs. Mais que aux meufs. Mais que aux meufs, nous, il nous parle pas. Et il est efficace de fou. À chaque fois, il donne le téléphone, tac, tac. Il travaille. Ouais. Et il n'a pas le temps. Il fait tac. tout. À un moment, il est un camel, à un moment, il est tac, tac. À un moment, il est kilo, tac, tac, tac. On se dit, mais c'est qui ce gars? Moi, j'étais impressionné, je te dis la vérité, j'ai jamais vu autant de réussite. Non, j'ai jamais vu des statistiques comme ça. Et à la fin, on le voit sortir. Et en fait, c'est très visuel qu'on va te dire. Ouais. On le voit faire. En fait, il était muet. Waouh. Et du coup, il parlait que par le téléphone. Nous, on croyait qu'il récupérait les numéros. Voilà. Et en fait, les meufs, il y en a une qu'on connaissait, elle nous a dit non, mais il m'a écrit un message, il m'a dit salut, ça va, je m'appelle tant, tout. Ouais. Elle m'a dit tu peux pas recaler un muet. Alors, on est partagé entre rigoler et être un peu. En vrai, on se fout pas de sa gueule parce qu'il est muet. C'est nous comment on a interprété le truc tout le long en se disant putain, on s'imaginant pas qu'un mec il peut juste discuter. Pour nous, tu donnes le téléphone à une meuf en soirée, tu le récupères, t'as échangé. Mais je suis sûr qu'il chope plus que des. Mais il était beau gosse de fou. On marche sur des heures. Non mais il était beau gosse de fou. Oui, non, mais c'est pour ça que ça collait. Ça avait rien à voir avec son. Après, on s'est dit avec Ray, imagine, c'était un coup monté. Il rentre le soir, il envoie un vocal. J'espère que t'as passé une bonne soirée. Ce serait mes héros. C'est possible. Merci Mounir, merci. On fait une petite pause et on revient avec notre invité. De retour sur Radio Nova avec notre invité du jour, Mathéo, musicien, membre du groupe Chinese Man. Salut Mathéo. Alors vous, avec Chinese Man, vous êtes actif depuis une vingtaine d'années, vous faites des tournées à l'international, vous avez le label aussi, Chinese Man Records. Tout à fait, tout à fait. Et moi je voulais savoir, est-ce que vous avez toujours été indépendant dans votre démarche ? Ouais, en fait, depuis le début, d'abord, je voudrais dire merci pour l'invitation. Avec plaisir, Mathéo. Je suis très heureux d'être là. J'ai mal aux zygomatiques depuis tout à l'heure. Voilà, je l'ai placé. Oui, en fait, on est indépendant depuis le début parce c'est une histoire de potes quoi au départ. Et quand on a commencé à faire de la musique et à ce que le son circule, il n'y a personne qui est venu nous parler pour nous proposer des vrais, on va dire, des vrais bails. Des vrais bails. Donc on s'est monté un peu comme ça et quand on est devenu intéressant, là on a eu des personnes qui se sont un peu positionnées, mais ça nous intéressait plus parce qu'on préfère avoir notre liberté quoi. C'est clair, c'est trop tard. Oui, voilà, c'est ça. Quand t'as pris l'habitude de faire tes visuels, quand t'as pris l'habitude de faire ton planning et tout, quelqu'un qui vient te dire
le visuel, t'es sûr là? Ah Tu ouais, vois, ouais, ce c'est genre ça de le truc. principe de la En fait, prod en fait. ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Et c'est encore plus violent, je pense, dans la musique que dans l'humour. Peut-être, je sais pas, hein, c'est une question plus. Bah, je sais pas. Après, c'est des histoires de marketing, de chiffres, qui, tu vois, auxquels il faut décider d'appartenir, quoi. Nous, on n'avait pas envie de rentrer dans ces réseaux-là, quoi. Oui, c'est ça, parce que le marketing prend beaucoup de place De plus en plus de place. dans l'artistique. Ouais. Et on a exactement le même problème, hein, nous, dans le monde de l'humour, où, moi, c'est comme toi, exactement. Au début, personne te propose, puis ça commence à prendre, et puis ils viennent, tu dis, mais trop tard. Maintenant, j'ai compris, en fait, comment ça marche. Mais au début, tu te dis, tu devais te poser des questions, non, peut-être? Bah, je pense que c'est plutôt qu'on avait pas vraiment un plan de carrière, quoi. Tu vois, on voulait faire de la musique, on voulait une la passion, diffuser. en fait, et je pense que c'est parce que on a décidé de faire par nous-mêmes qu'après tu dis, bah, en fait, pourquoi je vais, tu vois, pourquoi je vais donner ça à des gens que je connais pas, qui vont faire la même chose que ce que je suis en train de faire, mais sauf que je le fais avec des potes. Tu vois. C'est quand même mieux. Ouais, tu te poses les questions, mais je trouve que c'est... Enfin, t'es jamais 100% indépendant, t'as besoin d'avoir des partenaires, parce que forcément, pour mettre la musique partout, il faut des gens. Oui, mais tu as des collaborateurs. Voilà, c'est ça. C'est plus des histoires de collaboration. Il n'y a plus la notion de... t'as un patron, en fait, au-dessus de toi qui va te dire, tu m'enlèves ça, tu fais ça. Donc tu gardes quand même une énorme Et le plaisir liberté. aussi. Le plaisir. Excusez-moi, juste pour les auditeurs qui ne savent pas, vous avez commencé quand? Vous êtes un groupe de quoi? De quel genre? Qu'on sache un peu. Très bonne question. Très bonne question. On te remercie d'ailleurs pour ta pertinence d'avoir la genèse. On a commencé en 2004. Donc on faisait du son à partir de samples. On faisait du hip-hop, quoi, plutôt instrumental, parce qu'il y avait personne qui voulait rapper pour nous. Et du coup, on a commencé comme ça, à faire des premiers morceaux. On avait un peu un rêve. Moi, j'étais DJ, mon pote aussi. Et du coup, on voulait mettre notre musique sur un vinyle. Qui est un objet du coup musical pour les plus jeunes, voilà, c'est ça. Comme une cassette VHS. C'était un peu un rêve de pouvoir mixer nos sons. Donc on a commencé comme ça. Pour pouvoir mettre ça sur un disque, il fallait avoir une structure. Donc on a monté une structure et on est devenu label comme ça, quoi. Et progressivement, en fait, on a fait année après année des singles, des EP. Et puis c'était le début de l'internet. Et de MySpace. Je sais pas si certains connaissent. Je suis un peu dévoté. Voilà. Parce que vous arrivez au milieu des années 2000 et donc c'est en pleine crise du disque. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'était chaud en 2004, non? C'est ça, ouais. C'était chaud et tout, non? Mais en fait, nous, on a eu de la chance parce que ce qui s'est passé, c'est que comme on n'était pas signé par une major, en fait, Internet pour nous, c'était parfait, quoi. On pouvait diffuser. On n'avait pas de prétention à gagner notre vie avec ça, donc on pouvait diffuser notre musique partout. Et en fait, on se mettait à avoir des connexions à travers la planète, alors qu'on n'avait pas de plan derrière la tête, quoi. Et ça a agacé vachement les majors. L'époque, c'est un peu la French Touch, French Touch. Non, il a dit la French Touch. La French Touch. Attends, comment on dit? La French Touch. La French Touch. Touche comme une touche, quoi. J'ai vraiment un accent de schleur berbère, de touch. Touch, tu vois. Bon, je sais pas ce que c'est du coup. Voilà. Mais j'ai voulu placer un truc, voilà. Tout allait bien. Il s'est mis tout seul dans le caniveau. J'ai senti qu'il a hésité. En plus, il a hésité, donc on était bien suspendus. Il a hésité, on a dit allez. Putain, là, alors vas-y, je vais bien le dire. Ah, voilà, tu l'as bien dit, la toi. French Touch, tranquille. La French Touch. Voilà, en français. Mais c'est French, du coup, ça m'a embrouillé un peu, tu vois. Quand j'ai dit French, j'ai dit touch. Touch. Bon, on se concentre, les amis. Donc la French touche. La French touche. La French touche. Donc, est-ce que parce que ça a été un mouvement un peu des années avec Pedro Winter qu'on embrasse d'ailleurs. Et fin 90, ouais. Qui s'appelle aussi Buzzy P. Oui, son nom de DJ. Je connais. Et est-ce que vous avez bénéficié collectivement, on va dire, de ce... Indirectement, parce que quand tu as un rayonnement comme ça partout, ça met un focus, quoi, tu vois. Nous, on n'était pas aux mêmes endroits de rayonnement, mais ça a contribué au fait qu'on puisse circuler, oui, indirectement. Parce que vous avez fait des concerts, on va dire, moi j'ai vu des images en Inde et tout, je sais pas combien de personnes. C'est ça aussi votre force, c'est le live, le fait de tourner, d'aller voir vos spectateurs
spectateurs et non, c'est une force de ouf. Ça, c'est incroyable. En fait, ouais, puis vous aimez ça. Hein. C'était un vrai pari parce que je pense que dès le début, on a eu des opportunités pour tourner partout et on comprenait pas pourquoi. C'était vraiment le truc d'internet quoi, qui était incroyable d'arriver dans des endroits où on avait un public alors qu'on n'avait pas fait de travail marketing quoi. Ouais. C'est l'internet, c'est le début quoi. Ouais, vraiment, on a eu beaucoup de chance. C'était le bon moment, parce que maintenant je pense que ça doit être plus dur. C'est saturé, oui, c'est plus difficile quoi. La musique, j'écoute plus trop moi. Je suis arrêté à la French Touch. Et après j'ai décidé d'arrêter. Est-ce que tu as une explication sur le fait qu'on est très fort en France sur le domaine de musique que tu fais, donc instrumental, électro, et que c'est ça qui s'exporte au max en fait par rapport à la pop française où c'est plus compliqué? Il y a plein, à mon avis, il y a plein de facteurs, quoi. Mais j'ai l'impression que, peut-être le fait que déjà la musique instrumentale, ça s'exporte plus facilement parce que c'est multilingue en fait. C'est international. Après, il y a un peu peut-être le côté aussi de ce qu'on creuse, je pense, dans la musique qui est moins inspirée de musique traditionnelle. Il y a un truc peut-être d'aller chercher, je sais pas, dans l'électronique ou des choses qui vont faire qu'il y a une autre identité qui va sortir de ça. Et en sachant que ça s'inspire de tellement de choses aussi. Enfin, c'est un mix. Quand on regarde on va dire les autres pays où il y a peut-être des musiques plus traditionnelles, en fait, j'ai l'impression que les artistes ici, ils piochent un peu partout pour faire quelque chose qui du coup peut-être circule mieux, quoi. Enfin, pas mieux, mais différemment. Je sais pas comment dire, quoi. Parce qu'en fait, pour être un groupe français qui marche, faut pas se vendre comme français, tu vois. Faut un peu cacher l'identité. C'est un peu ça, j'ai l'impression. The Artist, le film The Artist, c'est un véritable carton. C'est un film français. Il n'y a pas de mots. Parlez pas, les gars. Tu vois. J'essaie aussi d'amener un peu de profondeur. Et d'ailleurs, tu t'es diversifié. En fait, tu fais de la musique avec le groupe, mais aussi pour le cinéma, pour le théâtre. Le théâtre. J'ai eu de la chance de travailler aussi avec toi. Parce que vous avez travaillé ensemble. Oui, on a travaillé ensemble. Michetonneuse. Michetonneuse, la pièce de théâtre qu'on a écrite avec Vincent Capello. Et il a composé la grammaire musicale de tout le spectacle. C'était incroyable de le voir travailler. Il est fort. Ah ouais, le gars, il y pense tout le temps. Je le voyais comme ça, assis sur une petite chaise là dans la loge. Il parle avec les genoux à ce moment-là. Et je te jure, mais c'est tout. Il a un wifi avec eux. Il a son ordi sur un genou et sur un genou. Et il est là, il fait ses trucs et tout. Tu dis non mais c'est assez fascinant de te voir travailler. Ouais, après c'est aussi parce que je pense que là avec vous, il y avait un truc, il fallait aussi être sur place et s'imprégner. Capter la vibe. Le fait de travailler sur l'ordinateur, c'est ce que je fais depuis longtemps, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est quand même. C'est quoi tes nouveaux challenges? Ça fait longtemps que tu es dans la musique et tout. C'est comme nous dans l'humour. À un moment donné, on va peut-être se lasser de. Peut-être faire des blagues différemment. Avec un autre média, toi, c'est quoi ton prochain challenge? En ce moment, là, j'ai de la chance parce que j'ai eu des projets pour le cinéma, quoi. Donc, j'ai bossé sur le film de Jérémy Ferrari. Là, je viens de faire. Là, je finalise la musique d'un film documentaire sur Che Guevara. Qui va à Cannes. Oui, il faut le dire. J'ai de la chance parce que je suis aussi entouré. J'aime bien les projets avec justement d'autres artistes. Là, il y a un super orchestrateur qui s'appelle Gilles Alonso, Julien Schickel. Enfin, à chaque fois, pour moi, l'intérêt, c'est de créer des mini collectifs, quoi, des mini connexions pour travailler avec d'autres personnes. C'est génial. C'est clairement notre objectif ici aussi. Voilà. C'est ça, il y a une force, quoi. Du coup, c'est des safe space. Ouais, c'est ça. On est bien, c'est enveloppant. Et pour les challenges, là, j'ai aussi envie de me remettre dans, on va dire, un travail plus en lien avec le bassin méditerranéen. Parce que je trouve que voilà, il y a une vraie ressource hyper forte. T'as une ville en particulier? En fait, c'est plus tout ce qui se passe autour du bassin méditerranéen depuis très 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 longtemps au niveau musical, les rituels, que ce soit moi, il y a d'un côté la Sicile du côté de mon père. Parce que t'es originaire de. Voilà, mes parents sont nés au Maroc. Il y a tout un truc quand même sur comment on a aussi grandi dans cet environnement. La culture méditerranéenne. Exactement. Et tu crées plus là. Géographiquement
quand tu crées, tu préfères être en face de l'eau, en face de la mer. En tout cas, moi je suis à Marseille, donc c'est vrai que j'aime beaucoup être à Marseille pour ça aussi. Magnifique d'ailleurs. Une ville extraordinaire. Une ville extraordinaire. Donc, on embrasse tous nos amis marseillais qui nous écoutent. C'est un peu un challenge pour moi parce que c'est aussi me rapprocher d'artistes qui sont aussi dans le bassin méditerranéen et essayer de faire et te rapprocher de l'islam aussi, petit à petit. Non, on lui a pas dit encore, mais petit à petit. Je suis là. Je suis ouvert. La barbe est là déjà. Il a déjà la barbe, il a déjà des bases. Est-ce que tu as une formation musicale académique? Non. Voilà, pas du tout. Pas de solfège, rien du tout. Mais arrête, c'est vrai? Non, j'ai tout le temps dans les interviews de musique et tout, j'ai commencé sur Pro Tools ou je sais pas quoi, c'était ça aussi ou pas? Non, moi j'ai commencé à mixer quand j'étais jeune, quoi, directement à 13 ans. Et j'ai commencé la musique avec Chinese quoi, quand on a commencé à faire du son ensemble sur des vieux logiciels, parce que c'était il y a très longtemps. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui étaient indépendants depuis le début. Et vous êtes nombreux dans cette voie-là? Oui, il y a quelques groupes et quelques labels qui restent quand même indépendants. Après, c'est vrai que là, l'exercice de 20 ans de tourner, de construire, on a des artistes qui sont venus, qui sont partis. Enfin, c'est très aussi en lien avec l'humain. Oui, voilà, on a essayé de développer notre label. On diversifie aussi les projets depuis quelques années parce que, en fait, pour continuer à exister, nous, on a un groupe on a beaucoup de chance, qu'on a une belle histoire. Je suis pas sûr de continuer à faire la même chose avec ce groupe pendant encore les 20 prochaines années. Donc j'ai aussi envie, et on a tous les trois envie de faire des projets qui nous inspirent, qui nous nourrissent. Donc c'est difficile de rester dans ce système-là si tu diversifies pas, enfin si tu n'agrandis pas ton champ un peu d'action. Et c'est vrai qu'on associe souvent le DJ. On a une image du DJ, le disque jockey a quand même une consommation de drogue, d'alcool, de toute drogue possible. Et t'es le seul, un des rares. T'es healthy. Je l'ai bien dit, ça va? Oui, ça va, la police. La police de la pensée. Bien sûr. Et donc toi, t'es un des rares, tu fais du yoga, enfin t'as un mode de vie en fait qui est... un peu chiant quoi. Moi j'adore. Mais non, mais tu sais que c'est pour ça qu'il tient longtemps en fait, depuis 20 ans. Parce que physiquement déjà, on sent qu'il est présent. Ouais, non, il est humble. Pourquoi? Parce alors que Renaud... Pardon. Il se couche tard, mais derrière, il y a du sport, il y a une bonne alimentation et tout. C'est pour ça que dans la nature, c'est très bien. C'est vrai. C'est important. C'est important, Faut que j'arrête. Ouais. Toi, t'es pas dans... Attends, mais toi, t'es pas... tous les excès possibles. Pas du tout. Mais pas du tout. La sauce algérienne. C'est quoi? C'est le kiff. Non, toi c'est... Je plaisantais, c'était pour la blague. Ok. Là, j'ai l'impression de... On lui fait une intervention. Une intervention. Non, mais c'est vrai que... Moi, c'est la chicha, par exemple. Voilà, chacun son... D'ailleurs, il faudrait... Oui. Ah, merci, Amel. Il faut réduire. Moi, j'ai arrêté totalement d'un coup. D'un coup, parce que j'étais hooked. J'ai un problème, moi, avec ça. Quand je commençais à y aller à 15h, l'après-midi. Tu y es là-dedans? Tu y es ou pas? Non. Parce que le cube, il ouvre à 14h30 et c'est le seul et j'allais à 15h. Il m'envoie des messages, il me dit je suis ouvert, je dis laisse-moi. Et il m'envoyait des messages et j'y allais terrasse. Oh là là, à 15h. Un jour, je me suis posé... C'est que c'est pas bon. Je me suis posé... J'étais en Thaïlande. Donc, j'étais au top de ma life. Et il y a un mec, toujours, il y a beaucoup de mecs de Dreux et de Mantes-la-Jolie en Thaïlande. Ils vivent là-bas, apparemment. Et il y a un mec de Dreux que je croise qui me dit, on sort du petit-déj, pineapple et tout. Il me dit, ça te dit une chiche le matin. Wallah, c'était 9h42. J'ai dit, Wallah, Hachem, on va pas fumer une chiche à 9h42. À 10h04, j'étais à mon deuxième charbon. Et c'était ma meilleure chiche. Fais gaffe. Quand tu fumes le matin, tu te dis, voilà, mais il faut faire attention. C'est pas un bon exemple pour la jeunesse que tu dois mais non, parce que toi, tu fumes quand ça va pas et quand ça va, quand tout est une raison. Mais quand ça. On fait une petite parenthèse sur la chicha. Excuse-moi, Mathéo. Petite parenthèse sur la chicha. Moi, je tiens à le dire que déjà, j'ai jamais fumé de rien, même pas de cigarette et tout. J'ai toujours été... J'ai bu une fois à France 98, j'ai pas fait exprès. Whisky, coca, voilà.
c'est une erreur. Quelqu'un m'a donné la bouteille. Voilà, c'est nous les champions. 3 et 1, 2, 3, 0. Voilà. Alors, ça pique et tout, c'est nul. Je déconseille. Et la chicha, en fait, c'est mon grand frère qui t'a mis dedans. Qui avait un restaurant marocain et qui a ramené des chichas de Jordanie quand j'étais jeune. Et j'ai dit, ah, mais c'est de la drogue. Tu sais, moi, je sais pas. Je te vois fumer ça, c'est de la drogue. Et lui, il m'a dit, c'est mon grand frère. Il m'a dit, non, t'inquiète, c'est rien. C'est comme un fruit. C'est parfum pomme. Ça a les mêmes valeurs qu'un fruit. Waouh. Joli pirouette. J'ai dit, mais non. 20 ans plus tard. Ton frère, et on l'embrasse, mon frère. Moi, j'ai une anecdote avec la chiche. C'était, j'étais parti dans les amis de ma famille. Ils avaient une belle maison. Ils étaient très 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 riches. Belle maison. Et genre, il fallait. Ils ont tellement d'argent. Chaque pièce avait un thème. Il y avait une pièce façon Maroc. Bien sûr. Et avec des produits qu'ils ont pris du Maroc, dont une chiche. Et la dame, elle est âgée et tout. Elle me dit. Tu sais faire de la chicha? Je savais pas faire, mais je connaissais des gens qui faisaient. Donc je t'ai dit, je sais faire. Je sais faire. Du coup, j'ai improvisé une chiche pour elle. Et j'étais avec ma sœur. La scène surréaliste. Elle dit, mais allez-y. Avec ma sœur et moi, genre. Pour fumer? Pour la démarrer pour elle. Avec ma mère à côté. Ouais, c'est bizarre, On dit c'est un piège. C'est un piège. Fais gaffe, t'es pas tombé dedans, Adèle, dis-moi. Les 2 pieds. J'ai fait. Ma mère regarde, qu'est-ce que tu fais là? Je dis mais c'est la dame qui a dit. Tata, elle a dit. Attends. Du coup on a fait n'importe quoi et après on était désolé. En tout cas, toute cette parenthèse pour dire que t'es healthy. Ouais, t'as Depuis toujours ou Ouais, enfin, disons que j'ai pas vraiment pris. Je sais pas, ça me faisait peur, je crois, un peu, en fait. Et du coup, le côté justement drogue, alcool et tout. Parce que c'est un truc qui est quand même très présent dans le milieu de la nuit, on va pas se mentir. Il y a un truc quand même, effectivement, qui circule beaucoup, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai jamais vraiment été attiré par ça. C'est un truc je pense, de peur, quoi. Après. Et puis, ta personnalité, t'as pas besoin de ça pour aller, viens, on va danser, aller, tu t'es assez de bonne composition, assez naturellement. Il y a aussi le fait que quand tu mixes, en fait, tu te caches un peu, tu vois, t'es un peu derrière, quoi. Et donc, ça te permet de à la fois être dans la fête et être un peu en retrait, quoi. Et il y a un mythe aussi autour du DJ, il a une cote de dingue, le DJ. Ah bah oui. Bah c'est ça, c'est d'être derrière les platines, sous les lumières. Parce que t'as le contrôle de la. Il y avait toujours des nanas autour du DJ, tu sais, qui le regardaient comme ça. Est-ce que tu confirmes? Ça fout le seum, ça. Mais tu confirmes pas? On accepte. Oui, il y a un truc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un pouvoir à partir du moment où t'es, tu vois, mis dans une lumière, quoi. Dès que t'es sur une estrade, il y a une cote aussi. Pas du tout. Comme on dit à Marseille, la cote. Ah bon? Je me rejoins à toi, Jack. Je me rejoins aussi. Nous, les humoristes, il y a un truc qui est une décote. En fait, il y a un truc de. Il est marrant, ce con. Et du coup, ça enlève tout l'aspect. Ça manque de sérieux. Tout le désir. C'est un rigolo. À part si tu joues devant 10 000 personnes. Oui, tu vois, ça. Les meufs, elles font le calcul. Non, mais oui, ça dépend. Prends pas de la place. Ça dépend de ce que tu parles, sur scène. Si tu dis ma femme, mes enfants, tout ça. Ouais, moi les meufs. Frérot, aussi t'es comme moi. La poule, elle fait bleu. C'est qui la lui, mon gars? Moi, j'ai son père, frère. Moi, il y a que les enfants qui font. Oh, il y a la kermesse installée, tu peux passer faire un spectacle? Ouais. Mais c'est vrai que j'ai des collègues humoristes dont je tairai le nom. Dont je tairai le nom qui me disent, mais toi, tu dois recevoir pas mal de photos. Tu vois, des messages, des photos un peu olé. Je dis non, wallah, jamais. Et je dis, et toi? Tu me poses la question pour que je leur demande. Je dis, bah régulièrement, bien sûr. Et il se dit, ah ouais? Il me dit, bien sûr, je vais te montrer. Et il me montre et il se dit, attends, va plus haut dans la conversation. Parce que j'aimerais bien savoir, toi, qu'est-ce que tu as dit à la personne. Pour voir pourquoi elle te parle aussi chaleureusement. Hein, tu vois, je me dis, non, laisse tomber, là, c'est mon fils, il a pris le... Ah, t'as un fils, en plus. T'as vu, quand on gratte, quand on gratte, c'est moins glorieux. Je voulais revenir sur un épisode de votre carrière. Oui. Vous avez émergé grâce à une chanson qu'on va écouter. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire derrière et avec cette question de synchronisation avec la publicité et le Graal que c'est devenu pour beaucoup de compositeurs et de producteurs, de placer un morceau en pub? Ouais, alors ça c'est un morceau qu'on a fait un peu au début.
Et on avait un pote qui était lié à notre projet, qui travaillait dans la pub, et qui pour ce morceau-là a réussi à placer ce son, quoi. Donc c'était sur une pub pour une voiture. Et c'est encore un peu... Marque allemande. Marque allemande, effectivement, tout à fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Très fort en accent d'ailleurs. Du coup... Bon, plus tard. French touch. Et effectivement... Bâtard. Ambiancement, je pense. Ça me suit. Mais j'accepte. Là, t'en as pour 3 ans. Et du coup, il nous propose de mettre ce morceau-là. En fait, nous, vraiment, on connaissait rien à l'industrie de la musique, donc je sais même pas si en vrai on a eu le meilleur deal qu'on aurait pu avoir, mais on a eu un joli deal. Et le morceau a beaucoup circulé, et c'est encore justement la période où quand on faisait de la musique pour la télé, enfin en tout cas pub télé, c'était un peu un truc quoi, valorisé, et ça permettait, ouais voilà, il y avait un vrai parce que impact. c'était l'époque de la télé, ouais, c'est vrai ça. Et je me rappelle que nous, du coup, sur ce compte MySpace, on avait peut-être 80 écoutes par jour au moment avant de sortir le truc, et puis du jour au lendemain il y a plein d'écoutes qui ont commencé à apparaître, 1000, 2000, 3000, et ouais, ça a été un vrai, on va dire, un switch quoi, carrément. Donc financier aussi. Et financier, et ça nous a, et c'est là où on a eu un peu c'est-à-dire que on s'est dit, soit on prend chacun pour nous de l'argent et on continue notre route comme ça, soit cet argent on va le mettre dans notre projet. Et c'est là où vous avez été malin. Ouais. Donc on a pris un petit peu, et puis on a laissé une grosse partie pour le projet, et en fait ça a aussi, ce truc-là a contribué à fabriquer quoi. Ouais. Génial. Franchement, génial. Ouais, non, merci Mathéo. C'est un super échange, on pourrait y rester encore pendant 4 heures, là, à ce rythme. Tu vois, surtout quand je croise le regard d'Adèle. Non, mais c'est important comment on dure dans la musique. C'est comment t'as plein d'effets de mode maintenant, tu vois. Non, mais je pense qu'il faut pas se poser la question. Tu sais, je réponds comme si c'était moi. Non, mais je pense qu'à un moment donné, c'est aussi le plaisir qui t'anime. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, non. Le désir. Mais je pense que c'est pareil dans tous les milieux, en fait. Quand tu commences à trop calculer, trop te dire, ouais, dans 5 ans, où je me vois, dans 5 ans, je croise des humoristes des fois qui me disent, moi, dans 5 ans, si j'ai pas fait l'Olympia, bah ça sert à rien. Je dis, non, c'est horrible de penser comme ça. Il me dit, j'ai pas envie de me retrouver à 27 ans et genre j'ai pas fait l'Olympia. Je dis, j'en ai 42. Ça et je vais pas faire l'Olympia. En plus à Bolloré, il y a aucun bénéfice, tu vois. Et en fait, se mettre des trucs comme ça, je trouve ça. Oui, mais cette personne-là n'est pas un vrai passionné. Oui, c'est pas possible. S'il rêve de l'Olympia sans rêver de son spé, c'est très chelou. Il rêve d'abord de l'Olympia. Non. Alors que nous, on pense d'abord et avant tout à l'argent, en fait. Évidemment. C'est ça qui nous anime aussi, quoi. Mais comme tu disais, c'est plus le process avec qui tu vas partager tout ça. Avec, je pense que ça quand aide, le spectacle est fait, il est fait, mais tout. C'est surtout que je pense qu'il y avait un peu ce truc de. On a eu un projet qui a eu du succès assez rapidement, toute proportion gardée, quoi. Mais après, il y a des attentes aussi. Ton prochain spectacle, est-ce que les gens ils vont projeter un truc qu'ils ont découvert avant? Comment tu vas du coup être à la hauteur? Est-ce que ça va te faire plaisir aussi, tu vois? Ce qu'il faut, c'est pas rentrer dans le qu'est-ce que les gens attendent de moi. C'est qu'est-ce que nous on a envie de dire, quoi. Comment tu veux le faire? Être sincère. Tu perds forcément des gens aussi. Et tu passes par et sur 20 ans, on est passé par tellement de phases, de rêves. On s'est posé des choses que tu ratées, des incompréhensions. En fait, c'est aussi comment tu t'entoures, quoi, parce que c'est un peu ce truc-là, quoi. Nous, on a eu de la chance d'être avec un beaucoup bon d'amour, entourage, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance dans votre. Surtout, les groupes, ça dure pas très longtemps. Parayam. Est-ce qu'ils restent ensemble? Ouais, Marseille, en fait, parce que t'es du secteur de Marseille. Donc c'est vrai que vous avez à Marseille un truc, la Funky Family. Ils sont encore. Moi j'étais un grand fan des fois de la Funky Family, c'est vrai que... J'ai vu le Raluciano, ils sortent un projet. Le Raluciano là, donc attention, préparez-vous. Mais en groupe, non, ça fait longtemps qu'ils ont... Mais groupe, c'est un challenge pour le groupe. T'imagines, tenir 20 ans un groupe d'humoristes. Un groupe d'humoristes, t'imagines. Un an de tournée, c'est déjà fini. Non mais un an de tournée, c'est fini. Plus personne se parle, tu vois, c'est terrible, franchement, l'humour, on a un problème, franchement. Peut-être qu'il y a plus même d'ego dans l'humour que dans la musique, peut-être. Je sais pas. Mais l'humoriste ne peut pas
être en groupe puisque c'est un seul en scène. Tu es seul sur scène, tu peux Mais pas. toi, tu faisais comment avec la troupe d'ailleurs quand vous étiez ensemble pour les michetonneuses? Là, c'est le théâtre, c'est autre chose. Au contraire, au théâtre, c'est ce que tu cherches. Être en troupe, tu veux de la camaraderie, c'est vraiment l'inverse du stand-up. Et moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de théâtre. Dans un truc de partager et tout. Parce que le truc de la compétition dans l'humour ou dans n'importe quoi. Les tournées, seul tout, t'es là comme ça. En plus, moi, je bois pas d'alcool, je un verveine comme ça. La tournée, les régisseurs, ils sont dégoûtés d'avoir ma tournée, ils s'emmerdent. Putain, mais nous, on est comme toi, mais c'est super, hein. Ah bah ouais, on est là, super hier, on content, était à 9 maisons, 6000 habitants. Oui, mais ton régisseur qui est. Mais techniquement, on est deux. Et ton régisseur, il est content? Non, mon régisseur, il est pas là, j'ai pas de régisseur. Ah, mais qui? C'est le mec de la salle, le régisseur. D'accord, ok. Pas d'air. Allez, c'est parti. Des fois, ils me disent, viens 4 heures avant pour faire les. Je dis, non. Tu me laisses visiter la ville, 5 minutes avant, tu me mets un plat feu. 1, 2, ça marche, c'est bon. Et hier, grosse soirée en plus. Et en piste. C'est génial, je crois qu'on a fait. On pourrait rester encore longtemps avec toi, Mathéo, mais je crois qu'il faut rendre l'antenne à un moment donné. Merci, on peut applaudir Mathéo s'il vous plaît. Merci pour l'invitation. On avait Remendes, Adel Fougazi, Amel Chabi, Ben à la régie, du bruit pour Ben s'il vous plaît. Et Mounir, on se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Les grands remplaçants avec Jamil Le Schlag sur Radio Nova.